Bonsoir à tous. D'ailleurs, je suis très content d'être là, bien sûr, mais je suis très content de parler en fait de Baudrillard, parce que je me souviens quand Muriel avait lancé l'idée d'avoir des interventions, des conférences sur certains textes critiques, il y avait effectivement des textes qu'on attendait, hein, des gens qui ont écrit sur le cinéma et des textes sur le cinéma beaucoup plus canoniques. J'étais venu faire ici Deleuze, par exemple. Et moi, je dois avouer que Baudrillard est probablement celui qui, a priori, me motivait le plus. Et donc, on avait décidé d'un commun accord de le faire, mais de le faire peut-être pas dans un premier temps, parce que c'est sans doute moins attendu, mais de le faire plutôt dans un second temps. Et voilà, donc je suis très très content de pouvoir parler, en fait, tout simplement de Baudrillard et du cinéma. Et d'abord, je voudrais préciser deux, trois petites choses qui pour moi sont importantes. C'est que contrairement par exemple à ce que j'ai pu faire sur Deleuze ou ce que la plupart des conférenciers ont fait sur d'autres textes, disons qu'il y a un rapport, en tout cas pour moi, totalement subjectif à Baudrillard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, pour le coup, un rapport objectif de Baudrillard, évidemment, au cinéma. Il n'y a quasiment pas de texte de Baudrillard parlant du cinéma comme objet, qui voudrait analyser. C'est-à-dire que le cinéma est omniprésent dans les écrits de Baudrillard, et on pourrait presque dire que Baudrillard est omniprésent dans le cinéma, et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de parler du cinéma américain et pas du cinéma en général. Mais il y a on pourrait presque dire qu'il y a à la fois une omniprésence du cinéma dans les écrits de Baudrillard, et pourtant jamais aucun texte précisément, qui tenterait de théoriser ou d'analyser les rapports entre tel film, telle période, un texte d'esthétique ou d'histoire du cinéma. Ça veut dire qu'en fait, finalement, cette conférence, elle n'a pas du tout de réalité objective. Alors qu'on peut très bien dire, mais quel est le rapport entre Baudrillard et le cinéma ? Pourquoi faire une conférence là-dessus ? C'est pour ça que le titre, à quoi pense le cinéma américain lorsqu'il rêve de Jean Baudrillard, me semblait intéressant, et j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment l'espèce d'adéquation entre deux verbes qui penser rêver, qui pour moi incarne absolument le rapport que j'ai toujours eu, en tout cas aux écrits de Jean Baudrillard, à savoir qu'il y a des moments où on ne sait plus très bien, lorsqu'on lit les textes de Baudrillard, lorsqu'on lit ses livres et lorsqu'on voit conjointement des films, ce qui finalement a à voir avec la pensée réelle ou le rêve. Peut-être que moi-même j'ai rêvé effectivement de Baudrillard en voyant des films américains, et sans doute d'ailleurs. À mon avis, j'ai beaucoup fantasmé autour de Baudrillard. J'ai dû même des choses qu'il n'avait pas écrites, ou alors tout simplement pas pensé. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'était plutôt la rencontre entre, d'un côté, des écrits particuliers, des livres, tous les livres de Baudrillard, évidemment. J'en ai beaucoup ici. Je pourrais en avoir évidemment beaucoup d'autres. J'essaierai de vous lire quelques textes, mais pas tant que ça. Et puis, le cinéma américain. Alors, je vais vous raconter une anecdote très personnelle, parce que cette conférence, encore une fois, sera très subjective. Elle n'a pas du tout vocation à expliquer Baudrillard de A à Z. Je ne suis pas philosophe, donc je ne vais pas vous expliquer ses rapports à Platon, à la politique, au marxisme, la gauche divine, toute la dimension politique, le nihilisme politique dont on a souvent accusé Baudrillard n'est pas quelque chose qui m'intéressera du tout. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est finalement, on pourrait dire, d'un côté, le rapport entre Baudrillard et l'Amérique, et donc entre le cinéma américain, et surtout l'usage qu'on peut faire des écrits de Baudrillard lorsqu'on s'intéresse au cinéma américain. Alors j'aime pas le mot usage, parce que ça fait tout de suite kit, boîte à outils, voilà, Baudrillard 2000, quoi. C'est cette espèce de boîte qu'on achète et en sortant quelques boîtes à outils, on va pouvoir comprendre ce qu'est le cinéma américain. Absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'essayer à travers les écrits de Baudrillard, de prendre Baudrillard en fait comme une focale, si vous voulez. Voilà. Je sais pas si ceux qui ont vu les livres de John Carpenter, par exemple, avec Los Angeles, un film formidable du milieu des années 80, où on a cette espèce de travailleur qui déambule ouvrier dans les rues de Los Angeles, et un jour se rend compte finalement qu'en chaussant des lunettes qu'il a trouvées, des lunettes qui ressemblent à des lunettes de soleil, il voit la réalité complètement différemment. Et le problème, évidemment, c'est que ces lunettes lui permettent d'avoir accès au réel. Et derrière une espèce de surface lisse, plutôt chatoyante, agréable, de youpies, de gens bien comme il faut, publicité, etc. L'American Way of Life, tel que l'Amérique l'incarne dans les années 80, ce sont les années Reagan et les yuppies, j'en parlerai beaucoup parce que Baudrillard s'intéresse beaucoup à cette période-là du cinéma américain. Lorsqu'on chausse ces lunettes, finalement, la réalité a un visage complètement différent. Et c'est presque l'usage, moi, que j'ai fait des écrits de Baudrillard. C'est à certains moments du cinéma américain, que ce soit les années 70, 80, y compris aujourd'hui, et on parlera évidemment de Matrix, en chaussant finalement les lunettes Baudrillard, quel type de cinéma américain apparaît.
Alors, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est la suivante, c'est que il n'y a aucune évidence dans le rapport entre Baudrillard et les écrits sur le cinéma, et même parfois il y a une forme de malaise assez curieuse. Moi, je me souviens quand j'ai soutenu ma thèse il y a quelques années maintenant, donc j'avais devant moi, voilà, un jury de profs, voilà, émérites, tout ce qu'on veut. Et on m'a fait beaucoup de réflexions, comme toujours, quand on soutient une thèse, on est là pour se faire détruire. Mais je me souviens très très bien qu'un des reproches qu'on m'a fait et qu'on me refera plus tard dans les différents trajets universitaires, c'était d'avoir trop cité Baudrillard. Et ça va être toujours de ces profs dont je ne citerai pas les noms évidemment, qui me disaient oui bon c'est bien etc, mais quand même Baudrillard c'est pas très sérieux quoi. C'est pas très sérieux de citer autant les stratégies fatales, simulacre et simulation etc. Alors c'est intéressant parce que d'un côté lorsqu'on lit le texte critique aujourd'hui, il y en a beaucoup, on sent que Baudrillard est un nom qui a été beaucoup utilisé, alors même trop, on verra les dérives que ça a produites, que maintenant on dit baudrillardien, mais à quoi ça renvoie précisément lorsqu'on dit très rapidement même aujourd'hui, je sais pas, on peut ouvrir l'Express ou Télérama et puis on lira film baudrillardien. Alors c'est très compliqué parce que c'est quoi un film baudrillardien? Je pense que si on vous posait aujourd'hui la question, vous diriez tous, ou à peu près, voilà, un film baudrillardien, c'est grosso modo un film qui traite de thèmes qui seraient en gros le contrôle, l'illusion du contrôle, le formatage, la disparition du secret, ou plutôt cette idée un peu bizarre que tout est à la fois visible et tout est en même temps caché. Autrement dit, tout est complètement transparent et tout est complètement opaque. Hein, parce que baudrillardien, ça sous-entend, à mon avis, dans le langage commun aujourd'hui, hein, c'est devenu depuis Matrix une sorte d'item. Hein, on peut dire baudrillardien, comme on dit mabusien, kafkaïen. Voilà, c'est quelque chose que les gens se sont complètement appropriés. Donc baudrillardien, ça a un rapport évidemment avec ça, avec cette idée que finalement ce qu'on nous montre n'est pas exactement ce qui est et que ce qui est n'est pas ce qu'on nous montre. Hein, et c'est dans cette espèce de jeu que le langage commun comprend à peu près Baudrillard. Alors, il faut évidemment rappeler que c'est la trilogie Matrix, pour ceux qui s'en souviennent, 99-2003, qui a complètement popularisé auprès des gens qui s'intéressent au cinéma, aux images, etc., le nom de Baudrillard. Pour ceux qui sont, j'avais plusieurs extraits possibles évidemment de Matrix, mais pour ceux qui s'en souviennent, au début de Matrix, lorsque Keanu Reeves, qui joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Anderson, et futur Neo, et chez lui, dans son espèce de petit appartement de nerd typique, hein, avec ses ordinateurs, ses disques, etc. Il a plusieurs personnes qui tapent à sa porte, la porte s'ouvre, et il va aller chercher un mini-disque, et évidemment, ce mini-disque se trouve dans un livre hein, qui est Simulacre et simulation de Baudrillard. Évidemment, les frères Wachowski avaient même tenté d'ailleurs d'approcher Baudrillard pour le deuxième épisode de la trilogie, hein, Matrix Reloaded, et Baudrillard avait refusé. Baudrillard considérant évidemment que Matrix, mais ça il était coutumier du fait, n'avait aucun rapport, en tout cas un rapport extrêmement lointain avec ses propres écrits, et qu'il considérait que les frères Wachowski avaient fait un travail qui était sans doute louable, mais en tout cas que c'était pas du tout une application rigoureuse des écrits de Baudrillard. Donc avec Matrix en 99, on a d'un seul coup des gens qui vont voir un film d'action présenté comme un film plutôt populaire, un peu bourrin, ce qu'il n'est pas du tout. Et d'un seul coup, des mangeurs de pop-corn avec baggy et tennis ont été soumis à Baudrillard. Il y a un type qui s'appelle Baudrillard qui a écrit Simulacre et simulation, et sans doute il y a une série de clés qu'on peut aller chercher dans ce livre-là, et c'est évidemment à partir de là que Baudrillard pénètre un champ évidemment beaucoup plus large, et on le retrouvera dans beaucoup d'écrits, de critiques, etc. Et il y a d'ailleurs eu beaucoup de livres écrits autour de Matrix, et certains même confrontant Matrix et la pensée de Baudrillard, etc. Bon, je vous en reparlerai, parce que on avait fait un entretien avec Stéphane Bou, qui est quelque part dans la salle. T'es où, Stéphane? Il s'est planqué. Et on avait fait un entretien, comme le disait Muriel, dans une revue dont on s'occupait, qui s'appelait Simulacre, hein, évidemment on ne se refait pas. Et dans cette revue, on était allé voir Jean Baudrillard juste après les événements du 11 septembre 2001, parce qu'évidemment le 11 septembre 2001 a été aussi un moment de pic hein, dans le rapport entre, on pourrait dire, l'espace commun et la pensée de Baudrillard, hein, et cet esprit du terrorisme, ce texte qu'il écrit dans Le Monde, etc. Et on lui avait dit, mais il est quand même frappant de voir combien vos écrits ont été utilisés par les gens qui s'intéressent à la critique de cinéma, et quel est votre rapport finalement, non seulement on pourrait dire au cinéma, mais aussi tout simplement à cette façon dont les gens utilisent vos textes.
Et il nous avait répondu deux choses que je vais vous lire parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Il avait dit: le cinéma fut pour moi une grande source d'inspiration parce que d'une certaine façon, ce que j'ai découvert en Amérique, c'était du cinéma au sens strict du terme. Mon livre, là il parle d'Amérique, était un travelling dans le pays. Mais dans mon travail, le cinéma n'est pas une référence explicite, même si le cinéma m'a toujours fasciné et que le processus de fabrication d'une image, comme événement collectif, reste pour moi un mystère. Donc, première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, et donc nous on insiste, on lui dit mais quand même, vous voyez bien qu'il y a toute une partie du cinéma américain des années 70-80, on a presque l'impression qu'il sort de votre cuisse à vous. Et lui il nous dit, vous savez, alors à propos évidemment on lui parle de Matrix et de Crash de David Cronenberg. Pourquoi je parle de Crash? Parce que dans Simulacre et Simulation de Baudrillard, ce livre-là, il y a un grand chapitre écrit par Baudrillard sur Crash de Ballard. Et moi, ce qui m'avait évidemment toujours fasciné, c'est que ce chapitre qu'écrit Baudrillard, on est en 81, lorsque Baudrillard écrit Simulacre et Simulation, lorsqu'il écrit ce chapitre sur Crash de Ballard, on est donc évidemment 15 ans avant la version qu'en filmera David Cronenberg, et je trouvais complètement fascinant de voir finalement que le texte écrit par Baudrillard est une sorte finalement, on pourrait dire, d'anticipation du film de Cronenberg. Et je trouvais que c'était... Pour quelqu'un comme Cronenberg qui aime beaucoup les effets de vitesse, de précession, d'anticipation, d'écart, qui est en avance, qui est en retard, je trouvais que c'était assez savoureux et en même temps hyper ironique de se dire finalement que le film de David Cronenberg existait 15 ans auparavant, finalement sa réalisation, et surtout, et moi c'est ça que je trouve intéressant, mais ça c'est le paradoxe de Baudrillard, soit qu'on va être souvent là-dedans et j'y reviendrai, et surtout l'idée finalement que lorsque Baudrillard écrit ce texte sur Crash de Ballard, il écrit en même temps la critique d'un film qui n'a pas encore eu lieu. Et ça, j'adore. Je trouvais ça quelque chose d'extrêmement fascinant parce que, évidemment, Baudrillard, on est en permanence dans ce jeu de l'avance et du retard. Et que si certains textes de Baudrillard ont anticipé certains des événements ou des films qui ont lieu, que ce soit en gros le cinéma américain des années 80, sur lequel je reviendrai, et les événements du 11 septembre, le fait que tout le monde est allé voir Baudrillard après le 11 septembre en disant mais c'est formidable, vous avez déjà écrit ça. Dans tous vos livres, on sent le 11 septembre arriver. C'est presque finalement l'événement idéal, rêvé, qui pour le coup réalise, mais au sens baudrillardien du terme, qui réalise votre pensée, c'est le 11 septembre. Donc on peut dire qu'il y a d'un côté effectivement, on pourrait dire une avance des écrits de Baudrillard sur la réalité. Alors la réalité, encore une fois, un mot utilisé avec beaucoup de précaution, on en reparlera, parce que précisément tous les écrits de Baudrillard, en tout cas depuis 80, Simulacre et Simulation, sont des écrits qui nous expliquent que la réalité a disparu. Voilà, j'y reviendrai parce que c'est un peu chaud. Tout ça pour dire qu'il y a d'un côté effectivement une avance, il y a toujours eu une avance des écrits de Baudrillard sur le cinéma américain, mais qu'on pouvait aussi par moments trouver une avance des écrits de Baudrillard dans la mesure où la critique existe avant le film lui-même. Ce qui fait qu'on a chez Baudrillard une espèce d'indifférence ou d'indifférenciation totale entre ce qu'on pourrait appeler, on pourrait dire, l'original et la copie, entre l'avant et l'après. Une des grandes idées de Baudrillard, c'est qu'il y a évidemment réversibilité permanente et qu'il y a une sorte de conflagration permanente des pôles, du vrai, du faux, du bien, du mal, du médium, du message, etc. Baudrillard avait écrit dans Simulacre et Simulation « Medium is the message » de McLuhan, est la formule clé de l'ère de la simulation. Ce qui veut dire que lorsqu'on pense, on réfléchit, on pense à Baudrillard, la première chose... Ah oui, il faut que je parle de ça. La première chose qu'on doit faire, c'est évidemment, en fait... Et c'est très compliqué et en même temps très simple, complètement oublier l'idée d'un rapport dialectique aux choses et d'un rapport binaire. Le bien contre le mal, le système contre le non-système, la réalité contre la fiction, le pouvoir contre l'exploité. C'est-à-dire que tous ces couples, on pourrait dire théoriques, qui nous aident à penser le monde et les films et ce qui s'y passe et les événements, etc. Dans le cas de Baudrillard, ça n'existe plus. Il y a conflagration. Pour lui, la simulation, cette espèce de moment, c'est le grand théoricien de la simulation dont on reparlera. Pour lui, la simulation, c'est d'abord ça. C'est le moment où il n'y a plus de position, on pourrait dire identifiable et déterminée de discours. C'est pour ça que quand il dit « medium is the message », c'est que le médium est le message, rend complètement caduque ou impossible notre rapport classique finalement dialectique aux choses, le bien contre le mal, soit contre l'autre, c'est quelque chose qui dans la pensée de Baudrillard n'existe pas. Il y a l'autre, il y a la prolifération de soi, par exemple, ce qu'il appelle l'enfer du même. Ça, voilà, il y a l'enfer du même, on pourrait dire c'est l'autre. Mais il n'y a pas l'autre dans la mesure où ça serait quelque chose qui, du point de vue de la nature et de l'essence, serait différent. C'est juste le même porté à un certain point d'incandescence, produit de l'autre. C'est pour ça d'ailleurs
alors là en 2 mots, que les stratégies fatales, voilà, j'ai là, les stratégies fatales de Baudrillard est un livre là-dessus, hein, qui nous explique finalement comment. Alors c'est bien gentil de dire effectivement que, en gros, les idées de Baudrillard, hein, c'est que le système est complètement englobant, qu'on est arrivé dans une ère de la simulation, que le principe de réalité a disparu. Bon, formidable. La question est comment est-ce que maintenant on fait pour résister à ça? Comment est-ce qu'on fait pour s'opposer à ça? Hein. D'ailleurs, un des grands reproches qui a été formulé à Baudrillard, c'était justement que c'était un philosophe parfois, en tout cas un peu à noir, un peu à nard, postmoderne, en gros ne croyant pas à l'action nihiliste, quelqu'un qui ne faisait finalement qu'enregistrer la fin de l'histoire et qui ne faisait que finalement, on pourrait dire, prendre acte de l'impossibilité désormais d'agir. Ben voilà, le monde, c'est comme ça. La simulation, on veut s'opposer, mais en fait, en s'opposant, on est déjà intégré au scénario de l'opposition, donc on n'a strictement plus aucune influence. Et on a beaucoup reproché ça à Baudrillard. Et dans les stratégies fatales, il tente d'étudier quels sont à l'ère de la simulation, finalement, les nouveaux types, hein, on pourrait dire d'opposition. Hein. Quelle stratégie de résistance, d'opposition, de résistance fatale, si on veut, mot très baudrillardien, on pourrait mettre en œuvre dans la mesure où nos vieux schémas d'avant, je vous en reparlerai pour le passage du système américain des années 70 aux années 80, les vieux schémas d'avant, autrement dit l'idée par exemple qu'il y a un système et un contre-système, ce schéma-là, Baudrillard dit, c'est complètement faux, ça n'existe pas. Autrement dit, à mon avis, et je dis ça parce que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup servi lorsque j'ai travaillé sur le cinéma américain. En tout cas, ça a été dans ma tête une espèce de révolution copernicienne, hein, à savoir que il n'y a plus de position extérieure au système possible. Alors que tout le cinéma classique américain est fondé sur l'idée qu'il y a un système et un contre-système, il y a un plan, il y a un hors-plan, il y a ceux qui maîtrisent, qui ont le pouvoir, et ceux qui ne l'ont pas. Autrement dit, il y a un rapport dialectique finalement entre deux forces qui sont antagonistes, et tout le cinéma américain, de Frank Capra à Michael Mann, a mis en scène très souvent, via des films politiques, sur le journalisme, etc., cette espèce de lutte entre d'un côté un individu, hein, et un système. Alors, dans le cinéma classique américain, cette lutte-là, elle s'incarne à un moment donné par un individu qui sort du système, hein, qu'il veut combattre. Autrement dit, la bonne position pour combattre le système, c'est d'en sortir. Hein. Et une fois qu'on en sort, on peut attaquer ce système-là. Hein. C'est pour ça que Matrix, j'en reparlerai, est un film très intéressant pour ça, puisque qui a vu Matrix parmi vous? Ouais. Alors, qui a vu la trilogie? Ouais. Et non, je dis ça parce que c'est bien qu'on l'ait en tête, parce que sinon, je vais parler chinois, il faut vraiment qu'on sache à peu près de quoi on parle. Alors que Matrix est un film qui a exactement théorisé ça, hein, cette idée de finalement, est-ce qu'il y a encore une position qui est extérieure au système? Comment combattre ce système, sachant qu'évidemment dans la langue de Matrix, la matrice, c'est le système. Hein, il y a d'ailleurs des longues séquences dialoguées, même parfois un peu explicatives, presque un petit peu lourdes, dans lesquelles Morpheus, l'espèce de maître des rebelles habitant sur Zion, cette planète où les gens se pensent encore rebelles, explique, hein, très clairement au personnage principal ce qu'est la matrice. Et la matrice, c'est le système. On a parfois même l'impression que lignes de dialogue, et je pense que ça a été le cas, ont presque par moments été écrites à partir de certains écrits de Baudrillard, puisqu'on retrouve même des phrases, hein, presque à la virgule près, tirées évidemment de Simulacre et Simulation. Donc lorsqu'on aborde Baudrillard, il faut que, et c'est pas évident parce que c'est assez violent, hein, mine de rien, intellectuellement, il faut abandonner l'idée des couples dialectiques. Il n'y a plus ça du tout. Hein. Autrement dit, pour faire court, s'il n'y a plus de position finalement extérieure au système, comment est-ce qu'on l'attaque? Autrement dit, celui qui est extérieur au système est lui-même, et parfois sans le savoir, un agent de ce système-là. D'ailleurs, c'est une des très, très belles hypothèses de Matrix, à savoir finalement que cette planète Zion, hein, qui est sous terre, dans la cave, je reparlerai de l'importance de la topographie, évidemment. Cette planète, finalement, c'est une des hypothèses que couvre à la fin le film de Wachowski. Là, pour le coup, je trouve que c'est un geste très baudrillardien. Mais finalement, si ça se trouve, cette planète-là est déjà une fabrication, hein, de la matrice elle-même. Hein. Et ça, c'est renvoi à ce que racontait Baudrillard en disant finalement la façon dont tout pouvoir, pour survivre, a besoin de générer en contre-champ de lui-même, hein, l'illusion, hein, de son contre-pouvoir. Est-ce que je suis clair? Hein, parce que ça, c'est quelque chose... Je dis ça parce que je commence par ça, parce que moi, ça a été...
quand j'avais lu ça et que j'étais ado, j'avais l'impression d'avoir lu quelque chose, je sais pas, d'avoir mis les lunettes de Zélive, quand j'avais jusque-là la cataracte, et puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a quelque chose de formidable. Et évidemment, c'est-à-dire que cette idée, effectivement, que le pouvoir pouvait, parce qu'un pouvoir, on pourrait dire monopole, monolithique, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'il a besoin de créer l'illusion en contre-champ qu'il y a quelque chose qui s'oppose à lui. Autrement dit, on passait d'un moment où il y avait une réalité d'un espace de la résistance qui serait hors du système, à un moment où cet espace de résistance-là n'était qu'une illusion produite par le système lui-même. Alors, évidemment, c'est complètement terrifiant intellectuellement, parce qu'on se dit, mais alors on n'en sort donc jamais. Autrement dit, cet effet de cercle fait qu'on est toujours englobé à l'intérieur d'un système. On croit en sortir, et finalement, c'est le système qui nous a créés. Et croyant combattre le système, on joue le jeu de ce système-là. C'est intéressant parce que même dans la vie de tous les jours, encore aujourd'hui, quand on voit les actualités, on voit très bien comment est-ce que cette espèce d'idée que l'élément le plus opposé à un autre élément, il y a toujours à un moment donné dans le commentaire, on pourrait dire le commentaire politique, où arrivera l'idée que finalement il y a une espèce d'alliance objective entre les extrêmes. Ça, on pourrait dire que c'est presque une trace baudrillardienne du rapport au monde. Je ne sais pas si vous... Ça, par exemple, au moment de toutes les grandes diversions et ratiocinages qu'on a à propos, par exemple, de l'élection présidentielle, c'est extrêmement intéressant. On a pu lire par moments des choses comme, mais finalement, je ne sais pas moi, Besancenot est une production de Sarkozy. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on se rend compte finalement que ce qu'on pensait être le plus opposé, on pensait qu'on avait là deux forces antagonistes qui s'affrontaient réellement. En fait, il y a une alliance, non seulement dans l'esprit, le commentaire produit l'idée d'une alliance qui serait une alliance collatérale, objective et implicite, et qu'en même temps, si ça c'est vrai, alors quelle est la position extérieure au système, si les forces antagonistes finalement marchent de concert? Donc cette idée du système, j'y reviendrai après, elle est fondamentale parce qu'en tout cas pour moi elle a été structurante dans la compréhension des écrits de Baudrillard. Alors pourquoi en fait j'ai choisi Baudrillard? Pour une raison aussi toute bête, c'est que ça m'a permis à un certain moment de comprendre certaines choses du cinéma américain et de l'Amérique déjà, et essentiellement on pourrait dire quelque chose qui a eu lieu entre la fin des années 70 et le milieu des années 80. C'est-à-dire qu'on savait, la critique du cinéma, l'histoire du cinéma, elle a été à peu près, elle est faite, en gros, du cinéma classique. Voilà, on sait à peu près ce qui se passe, les contre-classiques, les maniéristes, les modernes, etc. On sait à peu près l'affaire jusqu'à la fin des années 70, qui correspond grosso modo jusqu'à la fin du Nouvel Hollywood, disons 80, La Porte du Paradis, Michael Cimino. Bon, ça, on sait faire cette histoire-là. Et puis, il y a quand même une espèce de grand vide dans l'histoire du cinéma américain aujourd'hui encore, qui sont les années 80. Alors, il y a deux façons d'envisager évidemment les années 80. Soit de façon un peu, on pourrait dire... Pas méprisante, mais un peu négative, à savoir que les années 80 seraient le grand retour de bâton, l'effet boomerang après l'âge d'or qu'ont été les années 70. Et je dis ça parce que je l'ai souvent dit aussi, et je le pense en partie. Mais bon, avec cette idée que voilà, on a eu un formidable âge d'or du cinéma américain dans les années 70, mais aussi de la pensée politique américaine dans les années 70. Bref, qu'il y a eu une espèce de moment extraordinaire, fabuleux, voilà, les 70s, la contre-culture, etc. Et puis arrive la fin des années 70 et des années 80. Et puis là, voilà, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, le rachat des industries du cinéma par des grands consortiums financiers. Voilà, puis l'arrivée d'une série de films, que ce soit des films de Spielberg, des films d'action, je sais pas, Rambo 2, Rambo 3, on a d'un seul coup une espèce d'ambiance, on a une espèce de nuage, je ne sais pas d'où il venait celui-là, mais un nuage extrêmement violent qui arrive sur le cinéma américain et qui d'un seul coup reconfigure intégralement ce qu'il a été. Et je dois dire que le passage de la fin des années 70 au début des années 80 a été pour moi, en tout cas, extrêmement clair à partir du moment où j'ai lu les écrits de Baudrillard. Ça aussi, je vous en reparlerai, parce qu'il me semble que Simulacre et Simulation, ce livre qu'il a écrit en 81, est un formidable livre sur ce passage, cette espèce de transition qui a lieu entre les 70s et
les années 80. C'est vraiment, or Baudrillard écrit aussi bien en cinéma que simulation que dans Amérique, sur l'Amérique des années 80. Donc ça a été aussi un moment très important pour moi, et ça je dois le dire, c'est grâce vraiment aux écrits de Baudrillard que j'ai pu comprendre ce qu'il appelait. Par exemple, je pense à cette phrase extraordinaire, qualifiant pour lui l'Amérique des années 80, lorsqu'il dit l'Amérique des années 80, c'est la résurrection en trompe-l'œil de la scène primitive américaine. Je trouve cette phrase absolument formidable. La résurrection en trompe-l'œil de la scène primitive américaine. Dire voilà, à la limite, je pourrais presque m'arrêter là concernant le cinéma américain des années 80. Tout est là, tout est dit. C'est-à-dire que cette espèce d'obsession du revival, l'obsession d'aller chercher des modèles évidemment classiques, fixistes, qui ont fonctionné à une époque, de les ravaler. Et de les remettre au goût du jour. Et on voit bien comment, dans les années 80, le cinéma américain tente de biffer intégralement ce qui vient de se passer depuis 10-12 ans, pour aller rechercher, on pourrait dire, du sang neuf dans le cinéma américain classique des années 40-50, un moment où, effectivement, il y avait des bons et des méchants, où il y avait eu les valeurs américaines étaient plutôt respectées. On revient à quelque chose qui est une sorte de représentation du mode de vie américain et de l'American Way of Life beaucoup plus classique, en se disant, finalement, il faut oublier. C'est presque l'amnésie de ce qui a lieu dans les années 70. Donc, dans les années 80, c'est un revival des années 40-50. Alors, c'est assez drôle de se dire qu'effectivement, que ce soit la reprise des modèles je sais pas, de serial, de films d'aventure. Indiana Jones, évidemment, c'est un film qui est réalisé dans les années 80, mais qui trouve toute son inspiration dans le cinéma d'action et les serials des années 40 et des années 40 et 50. Lorsque George Lucas, par exemple, fait American Graffiti, pour ceux que certains ont vu parmi vous, American Graffiti, et qui est un film passionnant, parce que Lucas, on pourrait dire, c'est avec Spielberg et d'autres, c'est un des artisans de la baudrillardisation du cinéma américain dans les années 80. Après THX 1138, qui est son premier film formidable d'ailleurs, après c'est autre chose. Mais quand il fait American Graffiti, on est à ce moment-là en 73, donc on n'est pas du tout, on est encore en plein milieu des années 70. Il l'explique lui-même, il dit à ce moment-là, moi j'avais envie, en fait j'en avais assez c'est ce que dit George Lucas, j'en avais assez que les gens voient des films complètement déprimants, où toutes les valeurs en gros de l'Amérique sont bafouées, où les héros sont des anti-héros, où tout le monde est fragile, déprimé, le chômage, la guerre du Vietnam, les assassinats politiques, etc. Donc il avait envie de faire un film finalement qui serait une sorte d'antidote à cette espèce de dépression que lui percevait dans l'Amérique de la fin des années 70 et début 70, et donc dans ce cinéma américain-là. Et lorsqu'il tourne American Graffiti, ce qui est intéressant, c'est qu'il décide d'arrêter l'action du film en 62. Évidemment, c'est évidemment pas du tout innocent, dans la mesure où 62, on se retrouve en gros avant le début de la guerre du Vietnam et un an avant l'assassinat du président Kennedy. Qui est, me semble-t-il, à mon avis, presque un des premiers événements. Vous savez, c'est comme c'est Fitzgerald, l'assiette, elle se fêle et puis ensuite elle se brise. Je pense que dans les idées de Baudrillard, et normalement Baudrillard il revient lorsqu'il parle de Kennedy, Kennedy est probablement un des moments fondateurs de la future pensée, de son assassinat bien sûr, de Baudrillard. Et ce que fait George Lucas, c'est qu'il décide d'arrêter finalement son récit à ce moment-là, juste avant, on pourrait dire, l'Amérique de la fêlure et celle des années 60 et 70. Il voulait redonner confiance aux gens. Et on voit bien comment on est à ce moment-là en 73, mais que c'est un film qui déjà, on pourrait dire, anticipe ce qui se passe ce qui va se passer dans les années 80. C'est-à-dire que là, je vais dire une évidence, mais c'est bien de l'avoir quand même toujours en tête. C'est que, évidemment, c'est toujours la même chose lorsqu'on fait l'histoire du cinéma, c'est qu'il y a deux façons de la faire. Il y a d'un côté, on pourrait dire l'histoire effectivement du cinéma chronologique, celle qui considère qu'il y a une sorte de coïncidence entre l'état civil d'un film et sa forme esthétique. Autrement dit, American Graffiti, film des années 70, enfin tourné dans les années 70, donc film des années 70. Et on pourrait multiplier les exemples. Jaws, film de Spielberg, tourné en 75, donc film des années 70. Last Picture Show Bogdanovich 70, pareil, bon, très bien. Et en même temps, on se rend compte que si on prend l'autre point de vue de l'histoire du cinéma qui, moi, me semble plus intéressant, qui n'est pas l'histoire chronologique, mais l'histoire des formes, on n'a pas du tout ce même type d'effet. Autrement dit, American Graffiti, Jaws sont des films qui sont au fond, tournés en 70, dans les années 70, mais qui sont déjà des films des années 80 esthétiquement du point de vue de l'histoire des formes. De la même façon, quand je vous cite Last Picture Show de Bogdanovich, c'est un film intéressant, c'est un film qui date de 70, donc on est comme au tout début de cette espèce d'âge d'or, et pourtant c'est un film qui est au fond un film des années 50. Autrement dit,
Ça, c'est important parce que encore aujourd'hui, on est toujours confronté à cette question-là. De quelle histoire du cinéma on parle? C'est pour ça que Baudrillard m'a toujours intéressé, parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de coïncidence, d'exactitude temporelle parfaite lorsque Baudrillard parle du cinéma américain des années 80. Il ne parle pas tant des films américains réalisés dans les années 80 que de ce que c'est que, mais des films dont l'histoire des formes serait celle des années 80. Ce qui fait qu'il va même parfois prendre des exemples dans les années 70, le syndrome chinois par exemple de James Bridges, Apocalypse Now, il saute d'un film à l'autre sans aucun problème, puisqu'évidemment il est beaucoup plus du point de vue d'une histoire des formes, cette forme étant pour lui évidemment l'histoire de la simulation. Donc ça c'est très intéressant parce que, encore une fois, l'histoire dont je vous parle, c'est une histoire des formes, c'est pas du tout une histoire chronologique. Et quand je vous dis le cinéma américain des années 80, ça se résume pas au cinéma, aux films qui ont été faits dans le courant des années 80, puisqu'il y a des films des années 80 qui ont été faits avant, et des films des années 80 qui seront faits après. De la même façon qu'aujourd'hui, on a beaucoup de films qui sont des films des années 50. Et puis on a des films qui sont des films des années 2010, qui sont, c'est ce que disait Serge Danet à propos du Bon Appétit et le Truand, je crois que c'est dans La Rampe, je ne sais plus. Il reconnaît qu'effectivement, à l'époque où il fait ses chroniques dans l'IB, qu'il a raté quelques cinéastes. Donc tardivement, les films repassent à la télé, il se dit ouais, quand même, Zourligny c'était vachement bien, Melville c'était vachement bien, Léon c'était vachement bien. Et il dit à propos de Léon quelque chose que j'aime beaucoup, Le Bon Appétit et le Truand très précisément, c'est de ce film-là dont il parle. Et il dit c'est un film vraiment formidable, et à l'époque je l'ai raté, en 67. Et il dit, ce qui est génial avec Le Bon Appétit et le Truand, c'est que c'est un film qui est en avance sur son époque. Et il précise tout de suite, ça veut dire que c'est un film qui est à l'heure. Donc, quand on parle de l'histoire des formes du cinéma des années 70, 80, 90, encore aujourd'hui, évidemment l'avance est toujours ridicule. On ne va pas commencer à dire ce film-là est en avance, c'est grotesque. Par contre, on peut dire ou sentir, percevoir si c'est un film qui est à l'heure. Et à mon avis, la force des écrits de Baudrillard sur le cinéma américain, sur l'Amérique des années 80, c'est qu'il produit des écrits qui sont très à l'heure sur ce qu'est la forme des années 80. C'est pour ça que c'est, à mon avis, à ce moment-là que se joue l'essentiel, une grande partie de la pensée de Baudrillard. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser tout de suite à propos, évidemment, du rapport entre Baudrillard et le cinéma. Comme je vous le disais, aucun texte de Baudrillard à proprement parler sur des films pour eux-mêmes. Autrement dit, des textes où le cinéma est le sujet. D'ailleurs, on pourrait de loin, on aurait tort, mais on pourrait de loin lui reprocher, dans la mesure où Baudrillard, pop philosophe, pop sociologue, j'en sais rien, quelqu'un qui a pris évidemment toujours des objets dans la pop culture, que ce soit la télé-réalité, des boîtes de soupe, le jogging, les freeways de Los Angeles, des films, le Parti communiste, tel homme politique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de volonté de prendre tous les éléments effectivement de la vie et de la culture et de s'en servir pour échafauder ces théories. J'aime pas le mot théorie parce que dans le cas de Baudrillard, on n'a pas du tout des théories, on a des intuitions, on a des moments poétiques, on a des espèces de, on a presque des éclats. Il faut, voilà. Baudrillard n'est pas du tout un théoricien, et d'ailleurs c'est aussi souvent ce qu'on lui reproche. C'est pas empirique, c'est pas scientifique, c'est pas démontré. Il n'y a pas cette espèce de rigueur universitaire et scientifique classique lorsqu'on les écrit de Baudrillard. J'en parlais d'ailleurs juste avant de venir. Ici, et on se disait, il y a vraiment un problème, c'est un problème qui est compliqué dans le cas de Baudrillard, contrairement à beaucoup d'autres philosophes ou penseurs ou théoriciens ou essayistes, que ce soit de Deleuze, Debord. C'est que dans le cas de Baudrillard, et Baudrillard était comme ça, et quand on lit ses textes, c'est comme ça, il y a un rapport mystique à la réalité, aux événements et aux choses dont il parle. Et ce rapport-là, on l'a ou on l'a pas. Bon. Ça veut dire qu'il y a presque un côté quasi religieux, et je dis ça, c'est pas du tout négatif dans ma bouche, dans les rapports qu'on peut avoir aux écrits de Baudrillard. Et effectivement, c'est que lorsqu'on lit des textes de Baudrillard, et je pense que même cette espèce de tendance est même accrue au fur et à mesure des textes, dans Simulacre et Simulation, il y a encore par moments un désir de prouver, en tout cas de revenir, d'expliciter certains des concepts, etc. Plus les écrits de Baudrillard avanceront, plus on sera quasi dans l'aphorisme. Pour ceux qui ont lu Simulacre et Simulation en temps réel aux début des années 80, et puis ceux qui sont allés lire ensuite Le Pacte de lucidité, Le Crime parfait, on voit bien qu'il y a une volonté de Baudrillard finalement de passer, on pourrait presque dire, de la sociologie ou de la philosophie un peu classique à une forme d'aphorisme.
Hein, on voit bien que le Baudrillard est beaucoup plus proche dans ses écrits de la poésie, de la science-fiction, que de la philosophie classique. Et ça, il faut l'avoir en tête, parce qu'on n'est pas du tout... On dire que lorsqu'il parle de simulation, on pourrait écrire des livres entiers, au fond, pour se demander, mais c'est quoi la simulation? Comment est-ce qu'on la prouve? Est-ce qu'il en parle? Comment la définir, hein? Alors, je pourrais presque vous citer un extrait d'un Ludovic Leonelli, c'est lui que je citais, qui a écrit un livre qui s'appelle La séduction Baudrillard. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, il prend donc à bras le corps cette question de la simulation, concept qui a eu beaucoup de succès. En fait, mais moi-même, vous me demandez c'est quoi la simulation, j'en sais strictement rien, j'ai vaguement une sensation de ce que c'est tout. Et Ludovic dit, il affronte cette question-là, ce problème-là. Il se dit, mais comment est-ce qu'on peut définir cette fameuse simulation dont parle Baudrillard? Et il dit, on peut définir la simulation, mais négativement. Il dit, elle n'est pas une imitation, un redoublement ou une parodie. L'âge de l'imitation ou de la contrefaçon, qui était encore un regard passé vers une nature donnée, est révolu. Elle n'est pas le signe ou la représentation du réel, comme on le croit trop souvent, ni même une fausse représentation du réel. Elle ne cache et ne dissimule rien. Donc on voit bien déjà là que lorsqu'on parle de la simulation, il y a toute on pourrait dire une série de déclinaisons qu'on serait tenté de faire venir. L'illusion, la copie, l'original, le double, la contrefaçon, la parodie, la farce, le grotesque, etc., qui ne sont pas en rapport avec la simulation. Ça rentre dans sa généalogie. Ça veut dire que dans la genèse de la simulation, et on en parlera tout à l'heure, on sera passé par la contrefaçon, l'imitation, la parodie, le remake, etc. Et même Baudrillard passe par là. Mais la simulation, c'est encore autre chose. Il dit de la simulation, elle n'a pas de source unique. Sans quoi d'ailleurs Matrix, pour le coup, prend ses libertés à l'égard de Baudrillard. Elle ne découle pas des forces de production, elle n'est pas le simple résultat de la technique. Elle constitue un système qui ne s'échange plus contre du réel, mais qui s'échange en lui-même dans un circuit ininterrompu dont ni la référence ni la circonférence ne sont nulle part. Et là, déjà là, c'est extrêmement compliqué. Puis il termine en disant, la simulation correspond à un ordre biologique, nucléaire, informatique et cybernétique. Un ordre de réseau et de circularité qui ne se contente pas de dupliquer le réel, mais qui le crée. Bon. J'aime bien ça parce qu'à la fois on comprend tout et on ne comprend rien. Et ça, je pense que c'est toute la force et la beauté pour moi des écrits de Baudrillard. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'aborder les écrits de Baudrillard et le cinéma. Soit de façon un peu classique, et c'est l'anecdote que je vous racontais quand on me disait ouais, c'est quand même pas très sérieux Baudrillard, évidemment. De façon classique, en disant, bah voilà, je vais voir des films, et puis de façon très sérieuse, avec mon petit crayon, de façon scolaire, je vais lire les livres, et puis je vais voir comment est-ce que les théories de Baudrillard ont été digérées dans les films. Qualité de la conversion opérée, si vous voulez, truc classique. Est-ce que c'est une bonne adaptation des écrits de Baudrillard, comme une adaptation, je sais pas, de Ballard ou de Nabokov, etc. C'est de ce niveau. C'est pas très productif, mais c'est ce qui se fait souvent. Alors voilà, je cherche, et là je vois Matrix, et je dis ouais, mais quand même c'est pas vraiment ça, puisque précisément la matrice, il y a pas de conscience, le système n'a pas conscience de lui-même, précisément. C'est pour ça qu'il n'y a pas de source, il n'y a pas d'instance de pouvoir, etc. Alors que la trilogie Matrix statue finalement en disant il y a quand même une source du pouvoir, cette espèce d'architecte dans cette espèce de pièce avec ses écrans de télévision. Il y a quand même un endroit où on peut distinguer la fin de la matrice et le début de ce qui serait l'opposé de la matrice, cette planète Zion, puisqu'on passe, on va, on vient, on donne des coups de téléphone, etc. etc. Je reviendrai d'ailleurs sur l'utilisation du téléphone filaire dans Matrix, que je trouvais évidemment intéressant. Pourquoi il y a un téléphone filaire, alors qu'évidemment ils sont tous avec des portables, enfin high-tech pour l'époque, plus vraiment maintenant, mais à l'époque ça l'est quand même. Et pourquoi les Wachowski ont décidé de mettre un téléphone filaire? Ça, je vous en parlerai, est-ce que ça connecte avec un certain état du cinéma américain, essentiellement des années 70, et plus particulièrement avec les 3 jours du Condor. Je ferme la parenthèse, je reviendrai après. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est donc à un moment où, dans la trilogie des frères Wachowski, il y a beaucoup on pourrait dire, d'éléments qui évidemment vont contre les théories de Baudrillard, et qui les contredisent. Et beaucoup de gens ont écrit en disant, et Baudrillard le premier, ah oui, je voulais vous lire, j'ai quand même oublié la suite de ce que racontait, voilà, Baudrillard, lorsqu'il dit à propos donc du rapport entre les films et etc. Il dit, vous savez, j'ai vu, alors là, il parle de Crash, mais pensez à Matrix, c'est pareil. J'ai vu une partie du film, mais bon, vous savez, il faut préserver la différence. En fait, ce qu'il raconte là, en fait, c'est quasi une sorte de dénégation de ce que je suis en train de faire. Il dit, un texte est un texte, une image est une image. À la limite, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et le pire, c'est qu'il a raison. Il peut y avoir homologie, autrement dit, un texte et une image peuvent dire la même chose, mais je ne crois pas à leur interrelation ou à une interface possible entre les deux.
Les applications, je ne marche pas. À chaque fois que l'on a voulu faire des images à partir ou en fonction de mes textes, cela ne marche pas, cela ne me concerne même pas. Il y a une autonomie du texte. Bien sûr, vu de l'extérieur, une analyse en survol, ce que je fais, peut dire qu'il s'agit de la même chose, que l'enjeu est le même, mais c'est faux. Lorsque vous regardez le cinéma américain, et ça, écoutez ça, c'est vachement bien. Lorsque vous regardez le cinéma américain, vous vous rendez compte qu'ils ont une intuition ou une préscience de la simulation bien avant que je n'en parle. Les films étaient très en avance sur mes écrits, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu des auteurs majeurs, de science-fiction notamment, comme Philippe K. Dick. À la limite, tout était déjà là. Autrement dit, ce qu'est en train de dire Baudrillard, là, évidemment, c'est qu'il se contredit dans la même phrase, où il dit d'un côté, effectivement, il n'y a aucun rapport, hein, vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire, un truc de survol, le rapport entre Baudrillard et le cinéma, tout ça c'est complètement foireux, et en même temps, tout est déjà, en tout cas ce que moi, Baudrillard, je vais raconter, ce que je vais écrire, ce que je vais sentir, ce que je vais déterrer, quoi. Tout est déjà dans le cinéma américain. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé dans le cinéma américain, dans cette espèce de rapport, c'est d'un côté, comment est-ce que l'usage de certains écrits de Baudrillard permet de mieux comprendre certains éléments du cinéma américain, mais aussi comment, dans certains films américains, on a déjà du pré-Baudrillard. Hein, bon, d'où la liste des extraits que vous avez derrière vous. Par exemple, on se dit, mais quel rapport que les Body Snatchers, oui. Dans la liste, là, vous dites bah, Matrix, je vois ce que c'est, Crash, ou à peu près, Parallax View, cause d'assassinat, bon, non, mais c'est pas, on y reviendra. Et puis Body Snatchers. Et Body Snatchers, alors c'est la version de Don Siegel, hein, que je vais vous passer un petit extrait, qui est donc un film de 56, hein, qui est un film matrice, fondamental, etc. Matrice, mais dans tous les sens du terme. Et je vais vous le passer dans 2-3 minutes, parce que le temps, il faut que je vois l'heure qu'il est. C'est terrible, il est 7h15. Et c'était juste l'intro. Hein. Je vous dis quand je la termine. Non mais alors, non, ce que je voulais dire, c'est que le Body Snatchers que je vais vous passer, qui est un film de 56, alors on est là pour le coup, on est 25 ans avant les écrits de Baudrillard. Et moi j'aime cette idée hein, que Body Snatchers, c'est déjà, enfin dans Body Snatchers, sont contenus en germe, sans mauvais jeu de mots pour ceux qui ont vu le film, les écrits hein, de Baudrillard. Et donc il faut qu'on ait, quand on s'intéresse à Baudrillard, à ses écrits, absolument cette liberté-là. Et même, quand je vous disais tout à l'heure, voilà, soit on va chercher la façon dont la conversion des écrits de Baudrillard a été opérée dans les films, ce qui est évidemment pas intéressant, on se cassera toujours le nez sur ce type de démarche, évidemment. Hein. Et Baudrillard a raison lorsqu'il dit qu'il y a une relation, on pourrait dire, exclusive. Hein, et il y a une irréductibilité de l'image et du texte, évidemment. En même temps, la question qu'on peut se poser, c'est pas à la limite, est-ce que les théories de Baudrillard, lorsqu'elles ont pénétré le champ du cinéma, finalement, bah, tiens, on a mis ça en image, un peu, voilà, genre un peu Baudrillard pour les nuls. Évidemment que ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand il y a frottement entre les deux, hein, qu'est-ce que ça produit? Autrement dit, il ne s'agit pas de se dire, Baudrillard pense. Et puis on va voir comment, à l'intérieur de certains films, cette pensée-là, elle est incarnée, ou elle est représentée. C'est plutôt dans le rapport, dans le croisement et dans le frottement entre Baudrillard, hein, entre un lecteur de Baudrillard, c'est pour ça que les frères Wachowski sont des lecteurs de Baudrillard, et ce qui est très intéressant, c'est que Matrix, c'est le produit entre d'un côté des gens qui ont lu Baudrillard, hein, et le film qu'ils vont faire. Ce qui fait que moi, ce qui me semble passionnant, c'est quelle est finalement la troisième image qui naît. Je m'en fous de savoir si le Matrix est un film qui est conforme aux écrits de Baudrillard. Ce qui est conforme aux écrits de Baudrillard sont les écrits de Baudrillard. Donc je lis le texte, je ne vois pas le film, ça ne m'intéresse pas. Par contre, c'est de me dire, est-ce que finalement du rapport, hein, de l'effet de conversation, même parfois on pourrait dire presque autiste, hein, qu'est-ce qui naît? Hein, autrement dit, si les frères Wachowski ont lu Baudrillard, et s'ils on peut presque dire, mal compris, et pourquoi pas, s'ils ont fait des contresens gigantesques, ok, mais est-ce que ça produit quelque chose d'intéressant? Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Et par moments, je veux dire, c'est formidable de dire qu'il y a un auteur, on va le lire, on va rien comprendre, mais c'est parce qu'on va rien comprendre qu'on va produire une image formidable. Hein, alors qu'il y a des auteurs, on va effectivement tout comprendre, mais je veux dire, ça ne produira pas d'image. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la rencontre. Hein, entre d'un côté des écrits de Baudrillard, et donc des rapports très subjectifs à ces écrits-là, et puis les films. Autrement dit, je me place complètement du point de vue du cinéma, et je ne suis pas dans les bottes de Baudrillard en me disant est-ce que lui il a été fidèle à telle page d'Amérique ou telle page de consommation, etc. Pas du tout. C'est-à-dire finalement, cette rencontre-là, qu'est-ce qu'elle a produit? Autrement dit, je me place du point de vue du cinéma, mais de la dimension performative, si vous voulez, du cinéma.
Autrement dit, le cinéma, il a plein d'objets autour de lui, il a le monde. Alors qu'il a des gens, il a la télévision, il a des livres, etc., etc. Et puis il y a des moments, il y a des rencontres qui seront plus fertiles que d'autres. Et les rencontres, me semble-t-il, avec Baudrillard, elles ont été fertiles quand bien même elles allaient contre les écrits même de Baudrillard. C'est pour ça que Matrix, que je trouve être une trilogie extrêmement intéressante, enfin une trilogie, en tout cas les deux premiers. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques extraits? Bien sûr, dans 2 minutes, d'accord? Ou alors on vous fait une projo personnelle, Muriel. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de la trilogie Matrix et dans le cas des 2 premiers volets, c'est qu'on a quelque chose qui est très très proche, on pourrait dire, de cette espèce de rencontre dont je parle. C'est que Matrix est un film, en tout cas les 2 premiers, absolument passionnant, dès lors qu'on les confronte à ce qu'a raconté Baudrillard. Alors, avant de continuer, je vais vous passer un extrait, alors pas de Matrix, vous attendrez 10 minutes, c'est possible, mais de Body Snatchers. Je vous passe Body Snatchers parce que ça m'intéresse en fait de partir, non pas des débuts de Simulacre et Simulation, les grands textes autour de Baudrillard, mais presque de ce qui, dans le cinéma américain, anticipe et contient déjà ce que seront les grandes théories de Baudrillard. Alors, les Body Snatchers, donc film de Don Siegel. Qui a vu ce film parmi vous? Alors les autres, c'est un problème. Comment dormir sans avoir vu... Alors, Body Snatchers Don Siegel 56, ça se trouve en DVD Zone 2 partout, c'est absolument indispensable. Donc je vais vous passer l'extrait de ce film-là, parce qu'il me semble qu'on pourrait presque dire que lorsque Baudrillard dit « le cinéma américain a déjà tout inventé avant moi », il y a dans ce film-là quelque chose qui prépare la théorie de la simulation et des simulacres de Baudrillard. Donc, alors c'est l'extrait, c'est le dernier. Si on peut le lancer, ce serait vachement bien. Why don't you call Danny? Maybe he can help. Danny? No, I'm afraid it's too late to call Danny, too. Well, what are you going to do? Get help. I hope whatever's taking place is confined to Santa Mira. Listen. Operator. Hello, this is Dr. Bonnell. This is an emergency. I want to talk to the Federal Bureau of Investigation in Los Angeles. Can you make them believe you? I've got it. Where do they come from? So much has been discovered these past few years that anything is possible. Maybe the results of atomic radiation on plant life or animal life. Some weird alien organism. A mutation of some kind. So why should they take the form of people, of us? I don't know. Whatever it is, whatever intelligence or instinct it is that can govern the forming of human flesh and blood out of thin air is, well, it's fantastically powerful, beyond any comprehension, malignant. All that body in your cellar needed was a mind, and it was... And it was taking mine while I was asleep. I could take that pitchfork myself and... On your call to Los Angeles, Doctor, they don't answer. Well, try again. That office is open day and night. If they've taken over the telephone office, we're dead. Is that me? En fait, ça pourrait durer plus longtemps, mais il y a alors c'est vraiment un film qu'il faut voir en entier. Là, heureusement, c'est pas la fin et vous pouvez encore découvrir évidemment des choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a presque le sentiment d'avoir que Don Siegel c'est tiré d'un livre de Jack Finney, que Don Siegel met en scène
mais de façon encore totalement, on pourrait dire mal dégrossie, très primitive, hein, ce que seront les fameux simulacres de Jean Baudrillard. Pour lui, évidemment, la simulation se caractérisant par les simulacres. Nous vivons à l'ère des simulacres. Et qu'est-ce qu'un simulacre, finalement? Qu'est-ce qui caractérise un simulacre? C'est cette idée, si vous voulez, que finalement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce qui a lieu, les événements qui ont lieu, ce qui passe à la télévision, les films qui sortent, etc., ont tous été précédés finalement par leur propre modèle. Hein. C'est la grande idée, évidemment, de Baudrillard, c'est de faire de la précession des modèles. Hein, ce qui fait qu'évidemment, si la réalité disparaît et si le principe de réalité disparaît, au sens où l'entend Baudrillard, c'est pas du tout parce que physiquement les choses disparaissent, évidemment c'est pas le problème. Hein, c'est que le principe de la réalité disparaît dans la mesure où cette réalité-là a déjà été, on pourrait dire, prévue, mise en scène. Hein, elle a déjà eu lieu, on pourrait dire, et de toute façon, lorsque la réalité arrive, elle ne fait que réaliser un imaginaire qui a déjà été fondé. Autrement dit, le simulacre, c'est ça, c'est l'ère de la précession des modèles. C'est pour ça que quand on s'intéresse évidemment à Baudrillard, ou que les frottements entre le cinéma américain et Baudrillard passent souvent par des choses qui ont à voir avec les analogons, la copie, l'original, le remake. Hein, on pourrait dire le double, hein, évidemment, la copie, hein, les body snatchers, qui littéralement veut dire les voleurs de corps. On pourrait presque dire, mais il faut évidemment cesser cette liberté-là quand on se sert des écrits de Baudrillard, se dire, mais finalement, là, on a presque le sentiment d'avoir des protos, si vous voulez, simulacres. Hein, c'est presque le début du simulacre, il est là. Hein, mais si c'est que c'est encore très douloureux, parce que nous, évidemment, le rapport, la simulation dont parle Baudrillard, elle n'est pas du tout douloureuse. Non seulement on vit dans un monde, selon lui, hein, de simulation, mais on est parfaitement consentant et on s'en porte très très bien. Il y a d'ailleurs dans Matrix un personnage qui s'appelle Cipher, pour ceux qui s'en souviennent, qui lui dit bah, écoutez, moi, je veux dire, j'ai envie de retrouver dans la matrice, même si le steak, je sais que c'est faux, même si je sais que le steak qu'on me mange, en fait, tout est le goût, le plaisir que je vais prendre à le déguster, même si je sais que tout ça, évidemment, a été créé, hein, c'est un programme informatique, est une illusion créée par la matrice, et ben je préfère finalement cette illusion-là, hein, à la douleur de la vérité. Hein, un des grands thèmes de Baudrillard, c'est cette idée justement que l'illusion est vraie. Pourquoi pas? Et dans le film de Don Siegel, c'est encore très douloureux, ça. On voit bien que Miles Bennell, Kevin McCarthy, celui qui joue le rôle de ce médecin, enfin psychiatre dans le film, il vit pas très très bien l'émergence de son double. Hein, en tout cas, on pourrait presque dire que ce que vous voyez arriver, hein, ces fameuses cosses. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je rappelle en deux mots que l'histoire se passe dans un petit bled californien qui s'appelle Santa Mira, une petite ville comme il faut, classique, comme on en a vu des milliards dans des mauvais films des années 40 ou 50, dans des bons comme dans les films de Frank Capra, tout le monde s'entend bien, voilà. Le laitier dit bonjour au policier, qui dit bonjour au journaliste, qui dit bonjour à la femme, bref. La petite ville américaine, comme on en a vu des centaines de fois au cinéma, c'est ça Santa Mira, hein, c'est presque Disneyland réalisé, c'est le rêve américain. Hein. Et puis il se trouve qu'un jour, il y a effectivement, parmi cette population-là, ce médecin rentre chez lui, ça fait longtemps qu'il n'était pas arrivé dans sa petite ville natale, et puis il a affaire à des patients un peu curieux qui lui disent bah, écoutez, je viens parce que j'ai l'impression que ma mère n'est pas ma mère, que mon fils n'est pas mon fils, que mon grand-père n'est pas mon grand-père. Bon, c'est un film génial, hein, Body Snatcher, c'est Abel Ferrara qui en a fait un remake en 92. Ouais. Et qui avait dit qu'il faudrait faire un remake tous les ans de Body Snatchers, tellement c'est puissant, la métaphore. Et bon, bref. Il y aura une conférence à faire. Faudrait faire un cycle sur les Body Snatchers. Non, c'est vrai. Enfin, bref. Et donc, la mère n'est pas ma mère, grand-père n'est pas ma grand-père, etc. Et puis, évidemment, lui, au début, il pense vraiment que à la fois, soit les gens sont un peu malades, soit un peu voir c'est un phénomène d'hypnose ou de collective, etc. Pour se rendre compte, on arrive là à cette séquence-là, que finalement, non, il y a véritablement un problème, puisque de ces causes végétales-là, hein, la dimension végétative de l'être humain qui va surgir de ça est intéressante. Il y a des cosses qui sont placées finalement à différents endroits et que ces cosses extraterrestres substituent, volent, remplacent les corps pendant leur sommeil. Hein, le titre original du film, c'était Sleep No More, hein, ne dormez plus, qui avait été refusé à Don Siegel pour se terminer par l'invasion de Body Snatchers, traduit en France par l'invasion pour faire de sépulture, ce qui est complètement ridicule parce qu'il n'y a ni sépulture ni profanateur, il y a juste une invasion, mais le Sleep No More est évidemment beaucoup plus beau. Et donc c'est ce que met en scène, hein, c'est l'idée, on pourrait même s'amuser en pensant à Baudrillard et se dire finalement, cette disparition de la réalité là, c'est ce qu'est en train de vivre, d'éprouver concrètement
hein, ce personnage-là. Hein. Le problème, voilà, il y a le réel, c'est lui, hein, et peu à peu, il y a son double qui est en train d'apparaître. Et Baudrillard, ça me fait penser à cette phrase qu'il écrit dans Simulacre et Simulation, parlant de l'hallucinante ressemblance de l'humain à lui-même. Hein, parce qu'évidemment, dans la simulation, il est extrêmement compliqué, et même impossible, d'isoler le processus du réel de la simulation elle-même. C'est ça la puissance de la simulation, c'est qu'il y a conflagration des deux. On ne peut pas dire, là, dans cette image-là, dans cet événement-là, il y a du réel et il y a de la simulation. Hein. C'est précisément dans l'impossibilité de séparer les deux, dans la disparition même du principe de réalité que s'exerce l'idée de la simulation. Et Baudrillard dit un peu plus tard, ça c'est dans la transparence du mal, c'est pour ça qu'il faut, dans le cas de Baudrillard, aller chercher des phrases et voir comment se tissent plusieurs, on pourrait dire, d'autres trajectoires, indépendamment même des textes. Lorsqu'il écrit, à propos d'ailleurs je crois que c'est à propos Dans la peau de Spike Jones, ce film dans lequel Malkovich, je ne sais pas si vous vous souvenez, un film intéressant, et Baudrillard a d'ailleurs écrit quelques lignes là-dessus, prenant toujours comme d'habitude les films comme symptôme, comme exemple. Il pouvait passer de Minority Report en grand film sur l'anticipation aussi. Qu'est-ce qui se passe si on anticipe les crimes de gens qui ne sont pas encore des criminels? Ici, Dead Zone, Apocalypse, enfin, il a beaucoup évidemment utilisé, fait usage des films. Et parlant de ce film de Spike Jones, il écrit « C'est cela notre idéal clone actuel, le sujet expurgé de l'autre ». Hein, donc on voit très bien qu'on a toujours chez Baudrillard ce désir de casser cette espèce d'antagonisme soi et l'autre. Hein. Le sujet expurgé de l'autre, expurgé de sa division, est voué à la métastase de lui-même, à la pure répétition. Ce n'est plus l'enfer des autres, c'est l'enfer du même. Hein. Donc il y a toujours, évidemment, chez Baudrillard, l'extase chez lui, c'est une des grandes stratégies fatales qu'il a pensées, sur lesquelles il a beaucoup écrit, évidemment, lorsqu'il dit finalement, aujourd'hui, pour s'opposer à quelque chose, à un système ou à quelqu'un, il ne s'agit pas de sortir du système, puisque précisément le système est englobant, et totalisant. Pour le coup, et on pourrait dire, et m'abuser, il y aura toujours l'œil de m'abuse quelque part à la limite du système. Ça ne sert plus à rien. On peut effectivement s'amuser à faire croire que de l'énergie subversive ou autre, et beaucoup de films ont mis ça en scène. Je pense à Phantom of the Paradise de Brian De Palma, par exemple, qui a aussi un grand film là-dessus, sur l'idée que la contestation, je veux dire, n'est plus possible, que le système finit toujours par récupérer les énergies contestataires, et donc à produire l'illusion d'une contestation, alors qu'il en est, on pourrait dire, le maître d'œuvre. Et ce que raconte évidemment Baudrillard, c'est que, bon, ça c'est formidable, mais comment est-ce qu'on s'oppose, comment est-ce qu'on s'oppose au système si le système est partout, si il est complètement englobant. Et je pense que la Matrix, de ce point de vue-là, est un film qui a analysé et tenté de répondre, d'exposer les deux solutions possibles. Matrix, il y a d'un côté, on pourrait dire, ceux qui croient, qui habitent la planète Zion. Vous vous souvenez de la planète Zion, ça vous dit quelque chose ? Sous ces gens qui sont le peuple de Morpheus, quoi, ceux qui vivent sous terre, dans des espèces de caves avec des couleurs encore un petit peu chaudes, des espèces d'endroits circulaires, centripètes, etc. Ouais. Alors qu'opposé évidemment à la Matrix, qui est le contraire aussi bien esthétiquement du point de vue des formes, des longs couloirs, le formatage, c'est le générique de cinéma, je ne sais pas si vous vous en souvenez à l'époque, mais à l'échelle d'un monde entier, où les gens sont tous parfaits, bref, on a une opposition à la fois du architectural, du décor, de l'espace complète entre les deux. Mais dans Matrix, on a d'un côté Zion, on pourrait dire, ça c'est le type d'opposition tel qu'on le considère dans les années 70 et qu'on voit dans les films de cette époque-là. Effectivement, l'idée qu'il y a quelque part un endroit dans lequel on peut aller se réfugier, organiser la résistance, la révolte, l'attaque, et puis attaquer la structure qu'on a envie d'attaquer. Ça, c'est Zion. Et il croit beaucoup à ça, et le film, d'ailleurs, non seulement mettra ça en scène, et montrera finalement l'inanité de l'action de Zion. Les méthodes de contestation et de résistance aujourd'hui empruntée à celle de la contre-culture des années 70, ça ne marche pas. Et puis, il y a une autre forme de résistance, cette fois qui à peu près fonctionne, qui est celle qu'utilise Neo, le personnage joué par Keanu Reeves, et qui est la stratégie fatale de Baudrillard. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est très beau. La façon dont Keanu Reeves arrive à s'en sortir dans Matrix et à combattre, c'est une façon complètement baudrillardienne. C'est ça que je vais vous passer, parce que je vais quand même vous passer un peu des extraits. Tout de suite, l'extrait de Matrix Reloaded, l'extrait numéro 2. S'il vous plaît. Mais de Reloaded. Ouais. Alors, attends, on peut mettre sur pause 2 secondes. Voilà.
Juste pour vous expliquer, c'est que en fait j'avais choisi 2 extraits. Le problème c'est qu'on n'a pas le temps et tout est extrêmement long. C'est que juste avant, ça c'est donc le Matrix Reloaded. Juste avant cet extrait-là, Keanu Reeves Neo, qui depuis 3-4 heures de film cherche à savoir s'il est l'élu ou pas, hein, celui qui va mener la révolte, qui va réussir à faire tomber la matrice, donc le système. Hein, c'est celui, voilà, c'est l'homme qui disait simulacre et simulation. Peut-être que, voilà, avec un usage baudrillardien du monde, il va pouvoir s'en sortir. Il vient donc de rencontrer l'oracle. Hein, l'oracle, dans le film, c'est celle qui sait si vous êtes ou pas l'élu. Hein, voilà, bon. Il la rencontre dans une petite cour, sur un banc. Et donc, ils ont une longue discussion que j'avais mis en extrait, mais qui est un peu longue, c'est un long tunnel, enfin bon, pas inintéressant, mais... alors, je dis ça parce que pour comprendre cette séquence-là, l'oracle vient de partir, et Keanu Reeves, donc Neo, l'élu potentiel, se retrouve donc, il est dans la matrice, il est dans le système, hein, se retrouve dans cette petite cour, tout seul, et vont arriver donc les fameux apparatchiks de la matrice, les agents du système, ce qu'on est tous, si vous voulez. Hein, c'était que là, le film les radicalise, ils ont une de soleil, etc., tous en costard-cravate, etc. Ça, c'est les apparatchiks, c'est ceux qui sont on peut dire les exécutants du système et de la matrice. Ils vont arriver. Et ça, c'est la séquence que vous allez voir, mais elle est importante. Il faut que vous ayez en tête que le décor, il y a 2 choses que je vais vous raconter sur cet extrait-là, que le décor que vous avez vu avant, c'est un décor qui est très inspiré par Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Et que la séquence que vous allez voir là, c'est une séquence qui, formellement, est très inspirée par les oiseaux. Je vous dis ça parce qu'on en parlera après, comme quoi le programme ne touche pas que les humains, on n'est pas tous ça touche aussi les films eux-mêmes. Hein. Et lorsque l'oracle dit au début de la séquence, je ne peux pas vous le montrer là malheureusement, elle dit tiens, il y a des oiseaux, etc. ici. Et Keanu Reeves dit il y a des oiseaux. Maintenant. Et l'oracle dit oui, un programme a été écrit pour les diriger. Et ce programme-là, c'est évidemment le film d'Hitchcock. C'est la matrice formelle de cette séquence de Matrix, c'est évidemment les oiseaux d'Hitchcock, mais si ce n'est que les frères Wachowski, dans une optique très baudrillardienne, stratégie de l'extase, de la prolifération, vont faire proliférer à côté l'attaque, je ne sais pas si vous vous souvenez des oiseaux d'Hitchcock de l'école, c'est rien du tout, c'est peanuts. Là, on est passé à la stratégie de l'extase et on va donc faire proliférer ces oiseaux d'Hitchcock, ce qui fait que Keanu Reeves y combat à la fois un système et combat aussi un film. C'est ça que je trouve intéressant. Vous allez voir cette séquence de combat. Soyez attentifs aux motifs, à la forme, on s'en fout de savoir qui combat, pourquoi, etc. Regardez comment est-ce que les frères Wachowski décident d'utiliser le cadre et le centre et la périphérie du cadre. Tout est là. Hein, c'est comme dans tous les grands films américains, le cadre, c'est un problème politique. Qui je mets au centre, qui je mets à côté, etc., etc. Il y a un usage politique du cadre qui est passionnant. Et regardez cette séquence-là. Donc on peut voir ça comme un film de bourrin, pourquoi pas. Mais regardez ça, politiquement, c'est hyper bien. Yes, me. Me too. Alors, en fait, j'ai choisi de vous passer cet extrait-là de Matrix plutôt que d'autres parce qu'il y avait
beaucoup de possibilités, et notamment passer toutes les séquences qui sont un peu plus didactiques, un peu plus littérales, où les personnages, Morpheus, Neo, etc., expliquent finalement la matrice. Voilà, la matrice est une illusion qu'on a mis devant toi, et tu crois que cette illusion-là, c'est le réel, etc. Bon, là, on se dit, on est vraiment en territoire baudrillardien, mais bon, je pensais que c'était relativement plus connu. Moi, ce qui me semblait intéressant là-dedans, c'était évidemment la façon dont le film biaise, c'est-à-dire qu'il est d'un côté totalement du point de vue des théories de Baudrillard, c'est-à-dire que le combat a lieu selon la stratégie de l'extase telle que l'a définie Baudrillard. Cette idée, cette espèce de forme pure qui resplendit. Autrement dit, il s'agit de prendre, de potentialiser, si vous voulez, le système à partir de ses propres armes et de son centre. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant toute la séquence, Keanu Reeves ne passe son temps à essayer de regagner le centre du plan qui, pour lui, est la position, alors là, on pourrait dire à la fois spatiale, physique et politique, la plus intéressante. Je veux dire, pour combattre ce système, incarné en l'occurrence par des agents Smith qui sont des apparatchiks, qui commandent d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Baudrillard sur Beaubourg, c'est la masse elle-même qui met fin à la culture de masse. Et là, c'est la masse des apparatchiks elle-même qui mettra fin à la culture, on pourrait dire, de la matrice, puisqu'il y a deux façons de s'opposer à la matrice, qui sont ces deux personnages-là, d'ailleurs très symétriques dans le cadre, etc. Il y a d'un côté celui qui en est le pur produit, mais qui va faire crouler la matrice, en tout cas c'est son désir, par prolifération du même, au moment où on peut, je veux dire, c'est comment finalement, à force, en jouant, en utilisant ces armes secrètes de façon extatique de la matrice, finalement il va la faire crouler, et puis celui, la Néo, qui tente lui de combattre la matrice dans une position qui n'est pas du tout une position comme ses copains de Zion, croyant encore à cette position extérieure au système dans Zion, mais lui qui au contraire se loge à l'intérieur de la matrice, toujours en son centre, sachant que c'est au centre du système qu'on peut le combattre, et non pas. C'est ça que je trouvais intéressant d'ailleurs que vous avez vu cette séquence lorsque le personnage met sa main dans le corps de l'autre. Alors c'est évidemment, dans l'histoire du cinéma, c'est un geste qui renvoie à beaucoup de choses, et notamment à, pour ceux qui l'ont vu, Vidéodrome de David Cronenberg, lorsque James Woods, Max Reyne est programmé très littéralement, qu'on lui met dans une espèce de fente dans le ventre des cassettes vidéo. À l'époque, c'est la cassette vidéo, on est en 82, pour le programmer. Vidéodrome de David Cronenberg étant aussi un film très baudrillardien, et comme une grande partie de l'œuvre de David Cronenberg, pré-Crash, enfin pré-Existence plus précisément. Mais voilà, donc c'est aussi un geste qui vient de là. Mais moi, ce qui me semble intéressant dans ce geste, indépendamment des citations cinéphiles, comme là, les oiseaux noirs, qui laissent peu à peu la place à ces apparatchiks-là, et on voit bien comment il y a un lien sur le noir, comment l'oiseau d'Hitchcock devient l'agent Smith dans Matrix. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt comment, à ce moment-là du film, on pourrait dire que toute la difficulté, c'est d'arriver à combattre un système en se mettant au cœur de lui-même. Or, c'est ce qu'a beaucoup écrit, c'est un des grands thèmes évidemment de Baudrillard, il y en a 3-4, dont cette question du système et du type de résistance qu'on peut évidemment lui opposer, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment écrit et mis, on pourrait dire, en scène cette idée qu'il n'y a pas d'extériorité au système. C'est pour ça que le passage des années 70 aux années 80 dont je vous parlais a été, à mon avis, clé dans son œuvre, aussi bien concernant l'Amérique que concernant le cinéma. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le passage des années 70 aux années 80 ? C'est le passage d'un moment, on pourrait dire, d'une conception assez classique, on pourrait dire du système et du pouvoir, un système qui, à la fois, qui a un contour, qui est défini, qui a un centre et qui a quelqu'un qui l'incarne. Voilà, Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra, si vous voulez. Tout le cinéma, on pourrait dire, mettant en jeu l'idée d'un individu qui combat un système ou une institution, part sur ce schéma-là. Autrement dit, le système, il a un contour, il faut juste atteindre le centre, le sommet et le centre de la pyramide pour pouvoir atteindre le sommet du pouvoir et de l'information. Ça, c'est la conception classique, c'est ce qui prévaut évidemment à Zion, qui est cet endroit d'ailleurs qui ressemble à un dôme, à une caverne, même architecturalement, le film incarne cette idée finalement d'un monde qui est complètement centripète. Voilà. La Matrix, c'est tout l'inverse, c'est un réseau. Puisque c'est les deux grandes conceptions dans l'histoire du cinéma américain qui s'opposent à partir de la fin des années 70 ou milieu des années 70. C'est d'un côté un monde qui serait un monde circulaire, centré et incarné, ça c'est le pouvoir, auparavant, et puis un monde qui devient un monde, on pourrait dire, réticulaire, sans figure incarnée du pouvoir, réversible et mobile.
Pour ceux qui connaissent un peu le cinéma du complot des années 70, sur les 3 jours du Condor, À cause de l'assassinat, Conversation secrète de Coppola, etc., sont tous des films qui ont enregistré cette espèce de métamorphose du passage de l'un à l'autre. On croyait qu'il suffisait d'atteindre le sommet de la pyramide et celui qui s'y loge pour pouvoir faire tomber une structure. Ça, c'est la croyance classique. Et on se rend compte que finalement, en haut, c'est qu'un pion interchangeable au milieu d'un réseau totalement réversible, etc. Autrement dit, il n'y a plus de centre. C'est la grande croyance, c'est la grande révolution, on pourrait dire, du cinéma américain des années 80 vu sous l'angle de Baudrillard. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de circonférence. Autrement dit, on ne sait jamais où est la limite du système. Souvenez-vous du dernier plan des 3 jours du Condor de Sidney Pollack, par exemple. Vous vous souvenez du dernier plan, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous souvenez de ce film-là, lorsque Robert Redford, qui incarne quelqu'un qui travaille pour la CIA, il va enquêter tout simplement sur le meurtre d'une de ses équipes. Et donc le film, et c'est un film qui est passionnant, un film de 75, parce que c'est un film qui va opérer, exactement comme à cause de l'assassinat de Pakula en 74, qui va opérer la métamorphose, le passage de l'un à l'autre. Robert Redford, il commence comme Pacino dans Révélation de Michael Mann. C'est la vieille école. Pacino, élève d'Abat Marcus dans les années 60 et tout. Bon. Vieille école, effectivement, on veut attaquer un pouvoir ou une institution, il y a un contour et délimité, il faut donc se mettre à l'extérieur, rentrer dans cette institution-là, gravir les échelons, atteindre le sommet, le centre, et abattre ce sommet. Ça, c'est ce à quoi croit Robert Redford dans le film. Et on se dit, formidable, c'est un truc à l'ancienne. Oui, c'est M. Smith au Sénat. On est très rassurés, parce qu'évidemment, Baudrillard l'a beaucoup écrit. On a cette passion des systèmes, c'est tellement important pour nous, cette idée du pour et du contre, de A et de B, de soi et l'autre, c'est structurant dans notre façon de penser. Si on n'a plus ça, on est complètement largué. Et donc, on arrive dans les 3 jours du Condor selon cette conception à l'ancienne du pouvoir. Et le tout dernier plan du film, moi c'est que c'est un plan que je montrais parfois à mes élèves quand je faisais cours, qui est le tout dernier plan du film, c'est génial, c'est qu'on a Robert Redford qui se dit formidable. Si jamais la personne à qui j'ai finalement ne tient pas sa promesse, enfin peu importe, j'ai livré des informations au Washington Post, je ne sais plus, New York Times, etc. Autrement dit, voilà, je me suis couvert. Si jamais je suis tué, en tout cas l'information, elle a été mise dans quelque part hors du système. Classiquement dans le cinéma américain, les médias, le pôle blanc de l'indépendance, la liberté de la presse, etc. C'est le New York Times. Très bien. Et puis l'homme avec lequel il a conversé lui dit très bien, vous avez fait ça, etc. Robert Ford est tout content, à l'ancienne, il se prend encore pour Gary Cooper, il se dit formidable. Et l'autre lui dit, en regardant les locaux de New York Times, il lui dit mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont le publier? Et là, l'image se fige, noir et blanc, fanfare, paf, psh, de voile dépressif qui tombe sur le film, etc. Autrement dit, pendant 1h50, on est sur une conception classique du pouvoir américain, du type de résistance et d'opposition. Combien de fois le cinéma américain a mis en scène d'un individu allant contre une institution et voulant la faire chuter ou la purger. Et là, dans le dernier plan du film, finalement, on se dit, mais si ça se trouve, le système, en tout cas, est plus englobant que ce qu'on croit. Parce que ce que veut dire cette phrase, c'est « et si le New York Times était dans le coup ?» Autrement dit, et si cette position que l'on croyait extérieure au système, et donc sécure, espace de résistance, était finalement elle aussi englobée à l'intérieur du système. Et ça, c'est révolutionnaire à l'intérieur du cinéma américain de ce moment-là. Et tous les films du complot, je vous avais préparé par l'Axiom, mais on n'aura pas le temps de le passer, mais tous les films du complot vont mettre en scène cette métamorphose-là, cette espèce de disparition du système. Sachant, et ça c'est une des grandes idées évidemment de Baudrillard, c'est qu'il y a 2 façons. Ou bien on prend acte de la disparition du système et on tente de retrouver de nouvelles façons de résistance, etc. C'est ce qu'a fait évidemment le cinéma américain, parce que Matrix c'est un film qui est passionnant. Ou bien on crée, on génère, selon même les mots de Baudrillard, en contre-champ, l'illusion d'un contre-pouvoir. Il y a beaucoup de phrases de Baudrillard, je ne sais même plus, il faudrait que je vous en cite des dizaines, mais lorsqu'il parle par exemple de Disneyland, il dit, et ça c'est une de ses grands effets rhétoriques, où il dit l'imaginaire, on pourrait dire la dimension enfantine, finalement, n'est pas uniquement concentrée à l'intérieur de Disneyland. C'est pas d'un côté on est des gens, on pourrait dire sérieux, responsables, et puis notre part maudite, nos refoulés vont s'exprimer à Disneyland, et puis une fois qu'on s'est purgé à Disneyland, à faire les cacous sur des grands 8 et à dire bonjour à Mickey en peluche, on revient à des normaux, pas du tout. Ce que dit Baudrillard, c'est que Disneyland a été, c'est une de ses phrases d'ailleurs, a été créé finalement en contre-champ de la réalité pour faire croire que la réalité n'est pas elle-même Disneyland.
Autrement dit, c'est parce que Disneyland est là que là où je suis, ça ne l'est pas. C'est un des grands effets de réversion qu'adore Baudrillard. Et alors c'est parce que Disneyland est là, enfin Disneyland a été créé, comme ce soit aussi bien la prison, le contre-pouvoir ou autre. Autrement dit, comment est-ce qu'une instance est créée pour donc délimiter un contour, c'est un endroit, je sais où je suis, avec des codes, des personnages, etc. Comment est-ce que finalement cette espèce d'endroit a été créé pour faire de manière à mettre à distance l'idée que l'endroit dans lequel je suis n'est pas celui-là. Or, si on fait Disneyland, c'est justement pour faire croire que la société entière n'est pas devenue Disneyland. Et il y a tout évidemment des effets permanents de Baudrillard autour de ces idées-là, et notamment cette idée qu'il faut créer en contre-champ l'illusion qu'il y a un contre-pouvoir. C'est très très important. C'est même toute la journée. Enfin, ça me fait penser à un jour, c'était, je sais plus, c'était le guitariste de Police, je ne sais plus. Il y a des années, et il a eu une série de remarques hyper baudrillardiennes, géniales. Et on lui dit, il est à la télévision, c'est sur MTV. Et la journaliste, une espèce de... Bon, bref, une journaliste lui demande, mais alors donc vous êtes des gens authentiques, vous êtes toujours aussi rebelles. Les guitaristes de Police, vous êtes toujours aussi rebelles, vous êtes opposés au système, etc. Et lui, il a quand même un écart. Bon, il a à la fois il a une entreprise, homme d'affaires et tout, mais il a une série de remarques que je trouve très très belle. Il dit, mais vous savez, comment vous voulez que je sois rebelle alors que je suis en train de vous le dire sur MTV. Et ça, c'est tout. Et là, qu'on a et notre monde et le cinéma est truffé de choses. Alors voilà. Moi, j'ai le logiciel Baudrillard dans la tête. Alors voilà, il y en a qui on peut en avoir une partie ou pas intégralement, mais moi, quand j'entends ça, je me dis c'est tellement juste. C'est qu'il y a ce moment de vérité qui surgit, sur lequel évidemment, que la rebelle attitude, l'opposition est quelque chose qui est nécessaire dans le cadre, c'est ce que raconte Baudrillard, dans la survie d'un pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, il doit le créer. C'est absolument indispensable. D'où évidemment cette espèce de circonférence qui est très dure de limite qui est très dur à identifier. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi, parce que là, depuis le début, je vous parle beaucoup de Baudrillard, et du cinéma américain, etc. Non, c'est pas là. Mais il y a 2-3 questions qu'on peut se poser en se disant, mais finalement, pour quelles raisons d'abord, les films sont très présents, encore une fois, dans les écrits de Baudrillard. Il en passe souvent par là. Lorsqu'il parle d'Apocalypse Now, par exemple, il y a un petit chapitre extrêmement intéressant dans Simulation sur Apocalypse Now, lorsqu'il dit finalement il n'y a pas de différence entre Apocalypse Now comme machine guerrière de divertissement et la guerre du Vietnam elle-même comme machine spectaculaire. C'est qu'il est toujours dans cette espèce d'idée qu'évidemment, Apocalypse Now, par exemple, lorsqu'on connaît un peu l'histoire de ce tournage ou de certaines séquences, c'est la dimension démentielle. Là, il faudrait relire les guerres et cinéma de Paul Virilio. Comment est-ce qu'on a finalement, l'Apocalypse Now devient la continuation de la guerre du Vietnam, et la continuation et la résolution, ça a été une des grandes idées évidemment du cinéma américain, ça a été comment est-ce que je regagne dans les années 80, comment je corrige la réalité ou l'histoire par la fiction. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a beaucoup dit à l'époque de Rambo 2. Oui, c'est le 2, en 3 il est en Afghanistan, mais dans le 2, finalement, il va gagner la guerre par la fiction. Alors, Baudrillard a beaucoup écrit d'abord sur le cinéma américain, mais il a dit quelque chose, il a écrit beaucoup de choses. Je vous conseille ce petit livre Amérique, c'est quelque chose écrit en 86, et c'est un livre formidable, et il explique très bien finalement sa fascination, en tout cas son espèce d'empathie, son affection pour l'Amérique elle-même, dans la mesure où lui, d'emblée, ne fait pas une distinction qu'on continue souvent de faire, évidemment, entre d'un côté le cinéma et la réalité, et la fameuse réalité et la fiction. Je terminerai là-dessus tout à l'heure à propos du 11 septembre. Ça a été un des grands chevaux de bataille, réalité en fiction, qui est en avance. Est-ce que le cinéma américain avait prévu les attentats du 11 septembre? Est-ce que les films catastrophes de X et Y ne contenaient pas déjà les images du 11 septembre? Et le mot fiction, réalité, avance, retard, ça a été écrit un nombre de fois incalculable dans toute la production presse et littéraire post-11 septembre. Et Baudrillard, lui, avait déjà complètement résolu ces questions-là depuis longtemps. Et il dit... dans Amérique, donc en 86, il dit « Ce n'est pas le moindre charme de l'Amérique qu'en dehors même des salles de cinéma, tout le pays est cinématographique. Vous parcourez le désert comme un western, les métropoles comme un écran de signes et de formules. C'est la même sensation que de sortir d'un musée italien ou hollandais pour entrer dans une ville qui semble le reflet même de cette peinture, comme si elle en était issue et non l'inverse. La ville américaine semble elle aussi issue vivante du cinéma. Il ne faut donc pas aller de la ville à l'écran, mais de l'écran à la ville pour en saisir le secret. C'est là où le cinéma ne revêt pas de forme exceptionnelle, mais où l'investit la rue, la ville entière d'une ambiance mystique. C'est là qu'il est véritablement passionnant. » Alors c'est bien parce que et tout Amérique, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est un texte qui est très très beau, hein, c'est un texte où Baudrillard, à l'occasion d'un moment où il va enseigner aux États-Unis, finalement parcourt les États-Unis et décide de tenir une sorte de journal de bord qui est un essai, alors aussi bien, on est à la fois du côté de l'essai et de la poésie, de l'impression, où il radiographie finalement l'espace américain. Hein, passant voilà, de New York, ville verticale, Los Angeles, ville couchée, il traverse les déserts, le désert c'est le silence intérieur des corps, il a des c'est magnifique, c'est formidable. Et donc on comprend, lorsqu'on lit évidemment Amérique et d'autres ouvrages de Baudrillard, la sympathie naturelle entre Baudrillard et le cinéma américain. Hein, on ne pourrait pas dire entre Baudrillard et l'Amérique. À mon avis, pour deux, il y a 7, 8 ou 9 raisons, mais il y en a 2 qui sont à mon avis très importantes. La première, c'est qu'il identifie extrêmement vite l'importance de l'espace dans la culture américaine et donc dans les films américains. Hein, l'espace et la pensée même, etc. C'est-à-dire qu'il a de très grandes pages sur le désert, sur la façon de ce que c'est que rouler à l'intérieur d'un espace, l'architecture de Los Angeles, les freeways, la banalité des suburbs, etc. Il est très violent à l'égard de la vieille Europe. Il n'a pas du tout un rapport, d'ailleurs, on pourrait dire condescendant, un peu toisant. Hein. Au contraire, il trouve pour lui l'Amérique, il appelle ça l'utopie réalisée. C'est justement la simulation, c'est l'Amérique. Hein. Et nous, peu à peu, on y arrive, mais c'est de là que ça vient. Et ce qui est très très beau dans ces pages, c'est qu'il identifie vraiment l'importance de l'espace américain. Or, l'espace dans le cinéma américain, c'est aussi quelque chose de fondamental. Il faudrait faire une autre conférence là-dessus pour expliquer en quoi, évidemment, il y a une espèce d'adéquation permanente entre l'espace et le plan. Hein, c'est quelque chose qui est fondamental dans le cinéma américain, la mise en espace et la mise en plan. Et on se rend compte que dans les écrits de Baudrillard, il y a une espèce de recours très fréquent aux métaphores spatiales, à la topographie. Et d'ailleurs, moi, il me semble que la première fois que j'ai lu les écrits de Baudrillard, j'avais l'impression d'être en cours de géométrie. Vous savez, la géométrie abstraite, qu'on comprend bien que si dans sa tête on fait des schémas, ou si on voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là chez Baudrillard, c'est-à-dire que la réversion, la précession du simulacre, la réversibilité, le tournoiement, la confusion d'épaules, etc. C'est des choses. Si vous fermez les yeux, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension spatiale qui est extrêmement importante dans la pensée de Baudrillard. Et puis il y a une deuxième chose, et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, qui me semble moi pour le coup hyper importante, c'est la façon dont Baudrillard a identifié dans la culture américaine et dans le mode de vie américain une espèce de confusion. Pas de confusion, le mot n'est pas bon, on dirait d'indistinction absolue entre la fiction et la réalité. Ce qui pour nous est très violent, parce que nous on a tendance et on pense d'ailleurs l'un séparément de l'autre. Il y a la fiction d'un côté, il y a la réalité de l'autre, et puis on s'amuse, comme une sorte de jeu de la chat et la souris, souvenez-vous du 11 septembre, qui est en avance, qui est en retard. Baudrillard, lui, pas du tout. C'est-à-dire que pour lui, dans la mesure où la réalité a disparu, la fiction et cette réalité-là, si vous voulez, se mêlent en permanence. Donc, il avait écrit à l'époque du 11 septembre quelque chose d'assez beau sur les événements du 11 septembre. C'est pas du tout lié d'un seul coup d'une image réelle qui serait en l'occurrence la chute des tours, qui serait parasitée par des effets de fiction. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a vu et en quoi ça nous rappelle des images qu'on aurait pu voir de films catastrophes ou autres. Et évidemment, les tours, la chute des tours a eu lieu 1000 fois dans le cinéma américain. Il dit juste finalement, l'image du 11 septembre, c'est une image de fiction. Hein, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est elle-même évidemment une image de fiction à laquelle s'ajoute un frisson de réel. On dit, il inverse complètement la proposition. C'est pas du réel avec un frisson de fiction, c'est complètement l'inverse. Hein. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de Crash et comment est-ce qu'une critique d'un film a pu avoir eu lieu avant le film lui-même, ou les Body Snatchers, comment est-ce que le cinéma américain a fait du Baudrillard sans même le savoir. Mais on pourrait aussi, à propos des assassinats, dire la même chose sur le passage de l'ère en gros Kennedy, Nixon, Reagan, ce qui correspond au passage des années 60 aux années 80, et voir comment, il faut se souvenir qu'il y a presque un contre-exemple, enfin un contre-exemple non, il y a un contre-champ total à l'exemple du 11 septembre, qui est l'assassinat de Kennedy en 63, c'est que là on a eu des films qui ont mis en scène le 11 septembre, et le 11 septembre a eu lieu, mais il y a eu en 63 des films qui ont aussi mis en scène l'assassinat de Kennedy, et l'assassinat de Kennedy a eu lieu. Je pense notamment au film de Frankenheimer, 7 jours en mai, Manchurian Candidate, Un crime dans la tête en français, film de 62, réalisé par John Frankenheimer. Kennedy est assassiné en 63, et dans les films sont retirés de l'affiche au moment où Kennedy est assassiné, tellement l'assassinat de Kennedy correspond évidemment à ces films.
Donc ça me semblait important de mettre alors il faudrait lire tout Amérique et voir comment est-ce que finalement le cinéma américain, cette espèce d'indistinction complètement naturelle pour lui entre la fiction et la réalité, elle est naturelle parce qu'elle va complètement de soi, a informé évidemment tous ses écrits. Et puis il y a une dernière chose que je voudrais dire par rapport à on parlait tout à l'heure donc du passage des années 70 aux années 80. C'est vrai. L'idée du revival, évidemment la restauration, la résurrection de la scène primitive, la restauration des modèles antérieurs, et comment ça tout a l'air de revenir, comme à la fois, comme les body snatchers, si vous voulez. Dans les années 80, la façon dont le cinéma américain réutilise des modèles des années 40-50, ou la politique des remakes telle qu'on la conçoit aujourd'hui, par exemple, tous les remakes qu'on fait, c'est des body snatchers, si vous voulez. C'est cette même histoire-là que ça raconte. Quand je vois le remake, je sais pas, de Zombies, de la planète des singes, de Massacre à la tronçonneuse, La Horde sauvage étant projet de remake, ce qui est criminel, il y a des choses absolument aberrantes. Peu importe, on est depuis une dizaine d'années dans une logique très importante du remake. Mais le remake à l'échelle du cinéma, c'est comme les body snatchers à l'échelle des corps dans Santa Mira. Autrement dit, le remake, il revient, il est strictement ressemblant. C'est l'hallucinante ressemblance du réel à lui-même, et pour autant il y a autant de rapports entre l'humain dupliqué dans Body Snatchers et l'humain réel qu'entre le remake et le remake d'origine. C'est un mouvement, alors là encore une fois il faudrait en parler assez longuement.